directeur du musée d'art moderne et qui êtes-vous, monsieur Erkenhorst? Je suis le conservateur du musée d'art moderne de la ville de Rio. Et notre musée, c'est une des institutions privées plus importantes du Brésil parce que les organisations culturelles au Brésil, généralement, sont des institutions officielles. Et le défi d'une institution privée, c'est toujours de survivre, hein? Mais d'un autre côté, nous avons, par exemple, pendant les jours de dictature, nous avons plus de liberté et nous pouvons quand même offrir plus de liberté aux artistes, non? Et notre musée a été fondé il y a 40 ans et il se dédie aux arts plastiques, la photographie, le cinéma, la musique contemporaine, et nous avons aussi une école d'art. Alors c'est une institution énorme avec beaucoup d'activités, mais dans ces moments, notre musée est fermé pour la réforme qui était nécessaire depuis l'incendie qui a détruit complètement notre collection il y a 10 ans. Oui. Alors vous avez dit que votre musée est entièrement privé. Alors qui finance le musée? Bien. La maintenance du musée dans ses coûts principaux, c'est un groupe d'entreprises, surtout de la ville de Rio, mais nous avons aussi des entreprises d'autres villes comme de São Paulo, du Sud, qui donnent les fonds pour que les musées puissent se maintenir, non? Et aussi, nous avons une association d'amis du musée avec plus de 2000 associés. Ça fait aussi un bon support pour les musées. Et quelquefois, le gouvernement aussi nous donne quelques donations pour des choses précises. Le musée n'a jamais dépendu aux fonds gouvernementaux pour exister. Par exemple, ils peuvent nous donner d'argent pour faire une œuvre spécifique de construction, mais pas pour survivre. Pour survivre, c'est la communauté qui nous maintient. Et je dirais qu'au Brésil, comme notre musée, il y a seulement les musées de São Paulo. Après, les institutions privées sont plus faibles ou plus petites, non? Mais avec cette gamme d'activités, ce sont les deux plus grandes institutions privées. Quand fut fondé le musée d'art moderne à Rio? 1948, par un groupe d'industrialistes, des gens des journaux. La presse est toujours très importante pour la vie des musées brésiliens, soit à Rio, soit à São Paulo. Les musées plus forts ont toujours vécu grâce à l'activité des gens de la presse. Alors cet argent vous donne la possibilité de survivre et vous donne aussi la possibilité d'acheter des collections? L'argent nous donne aujourd'hui la possibilité de survivre et surtout d'établir de nouveaux techniques pour la vie du musée. Parce que l'incendie, si nous pouvons apprendre une leçon, c'est la leçon que nous devrons suivre les dernières décisions de la muséologie, surtout dans les domaines de la sécurité, de l'illumination. Et pour nous, réformer ces musées, c'est surtout le besoin d'établir un musée qui soit un exemple pour les autres musées brésiliens, pas dans le sens de la puissance, mais dans le sens d'avoir une connaissance qu'on puisse partager avec les autres musées brésiliens. Alors, toujours quand nous invitons des techniciens étrangers, nous faisons question de les faire visiter aussi les autres musées de la ville pour partager ce type de spécialisation que nous essayons dans ce moment de prendre pour le Brésil. Par exemple, pour les aspects muséologiques, nous sommes en train
d'avoir le conseil de Mme Ricciardelli, qui est la directrice technique du Musée d'Art moderne de New York. Pour la sécurité, nous avons l'avis de M. Robert Burke, qui est le chef de la sécurité de la Smithsonian Institution de Washington, qui comprend aussi la National Gallery de Washington. Il est aussi le directeur du comité de l'UNESCO pour la sécurité des musées. Et cet homme, nous avons invité parce qu'il a des idées très pratiques qu'il peut adapter aux conditions du tiers-monde dans une circonstance d'effective protection. Et aussi parce qu'il avait déjà l'expérience avec le Mexique, les musées africains. La troisième partie, qui c'est la plus sophistiquée dans les sens techniques, c'est l'illumination. Nous avons invité M. Piero Castiglioni, qui travaille dans l'équipe de Gaio Lenti. Alors, il a fait l'illumination du nouveau 4e étage de Beaubourg, l'illumination du musée d'Orsay, l'éclairage pour le Palazzo Grassi à Venise, le musée d'art catalan à Barcelone. Ce sont les trois niveaux que nous pensons que notre musée doit faire la supération des conditions muséologiques au tiers-monde, qui sont toujours pas très confiables. Oui. Alors nous avons défini les niveaux plus fondamentaux et prioritaires. Nous avons dans ce moment concentré nos efforts dans cette situation, et je crois que la communauté, l'industrie, les entreprises et même les gouvernements de la ville de Rio ont compris que la seule condition de notre musée de réveiller de l'incendie serait avec un musée tout à fait nouveau dans le sens technique, dans de nouvelles conditions internationales. Pourriez-vous nous dire, avant l'incendie, qu'est-ce que vous aviez comme collection? Parce que vous parliez d'une collection quand même importante. Bien, notre collection, je dirais qu'elle était importante dans un niveau du tiers-monde. Nous avions dans ces moments des Picasso, y compris un Picasso cubiste de bonne facture. Nous avons une collection surréaliste avec Dali des années 20, Tanguy, quatre miroirs des années 20-30 et d'autres artistes. Et nous avions des clés, une collection de sculptures qui comprenait des Max Bill, Brancusi, Giacometti, Lipschitz, Laurent. Et la peinture, nous avons de très beaux Rothko, c'est presque tout perdu, quelques légers, et toute l'école française. Et nous avons perdu 40-15% des peintures. Et des sculptures, nous avons perdu seulement 25%. Et les pertes plus grandes sont dans une certaine façon liées à la Suisse. Par exemple, nous avons perdu 2 pièces de harpe, nous avons perdu un Max Bill, un Tanguy. Ce sont entre les pertes plus grandes dans le domaine de la sculpture. Mais bien heureusement, les Brancusi, les Giacometti, les de Lipschitz, Max Bill des années 30, Laurent, Pomodoro ont tous survécu. Alors nous recommençons avec une bonne collection de sculptures et quelques toiles qui ont très courageuses, qui ont survécu les feux, comme un petit Pollock, un Poliakov, Soulage. Et pour recommencer, nous avons quelques facteurs très positifs. Le premier, c'est que nous allons recevoir d'un prêt permanent la collection Gilberto Chateaubriand d'art brésilien. Ce sont presque 4000 pièces du XXe siècle. Elle est considérée la collection d'art brésilien plus complète existant
soit dans les domaines privés, soit dans les domaines publics. Et avec ce que nous avons reçu en donation après ça, nous croyons de recommencer avec une très importante collection d'art brésilienne. Un autre domaine d'importance, c'est la collection d'art latino-américain que nous sommes dans un effort de construire dans ces moments, en commençant par l'Argentine et le Pérou à cause des situations spécifiques, surtout dues aux relations entre Rio et Buenos Aires pendant le XXe siècle. Les relations culturelles elles ont permis que nous avançons beaucoup dans les domaines de la collection en Argentine. Et aujourd'hui, cette collection, je dirais qu'elle est bien importante pour l'art contemporain. Notre collection que nous avons commencée, c'est de la photographie. Nous sommes en train d'établir la première collection de photographies brésiliennes qui comprend dès le temps de l'invention du daguerréotype jusqu'au présent. Au Brésil, nous avons seulement collection de partir du temps. La Bibliothèque nationale du 19e siècle, notre musée aura des photos de Rio, mais nous voulons faire une collection qui couvre toute l'histoire de la photographie brésilienne. Et la quatrième partie, ce sont des nucléos qui ont résulté de la générosité et de la solidarité des gouvernements, des institutions et d'artistes de quelques pays du monde. Par exemple, aujourd'hui, nous avons comme 60 pièces d'art britanniques qui nous ont été données par des artistes importants comme Barry Flanagan, Alan Davis, John Hoyland. Henry Moore nous a fait, à travers la fondation Henry Moore, un prêt d'une sculpture pour 49 Et alors nous avons une très bonne collection britannique, une collection portugaise aussi, quelques Américains. Nous avons aussi donné des pièces intéressantes comme Vitor Conte, Keith Haring, Kenny Scharf. Et nous voulons toujours avoir des nucléos qui ont une histoire, qu'on puisse faire des exhibitions et tout ça, non? Pour avoir des pièces isolées, ils ne font pas un musée. Alors c'est très important d'avoir des nucléos avec une histoire en soi-même, non? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Gilberto Chateaubriand, qui était quand même une personne très importante au Brésil? Bien. Gilberto Chateaubriand est le fils d'un homme qui s'appelait Assis Chateaubriand, qui aux années 40-50 était le grand tycoon de la presse brésilienne. Il avait des journaux dans toutes les plus importantes villes de ces pays, de plus que 8 millions de kilomètres carrés, non? Il avait des radios et il a quand même créé la première station de télévision en Amérique latine. Alors cet homme, du côté de sa richesse, il avait le pouvoir, l'influence et surtout la capacité politique de trouver l'appui. Et son père a créé le musée d'art de São Paulo, qui a été fondé à la fin des années 40. Il a été construit avec l'argent de tous les Brésiliens. Tous les villes brésiliennes ont aidé à la construction de ces musées, qui a dans sa collection, par exemple, 13 Renoir, 5 Manet, 5 Cézanne, et aussi Mantegna, Raphaël et tout ça. C'est le musée latino-américain plus important certainement. Alors Gilberto Chateaubriand est le fils de cet homme qui a créé ce musée. Et Gilberto était un diplomate et il a commencé à collectionner à la fin des années 40 sans vouloir faire une collection.
initialement. Et après, il a vu qu'il était un collectionneur, non? Et quelques années, quand il a fait les premiers livres, les premières expositions avec sa collection, il a aperçu qu'il avait comme une encyclopédie de l'art brésilien du XXe siècle. Et quand même, il a, alors dans ces moments, commencé à faire un effort d'acheter même ces artistes qu'il n'aimait pas personnellement comme artiste, mais qu'il trouvait important pour l'histoire d'art brésilien. Et alors, il a toujours dit qu'il n'est pas le propriétaire, mais il est seulement le garde de cette collection qui pour lui appartient comme vocation à la société. Et M. Chateaubriand, très généreusement, veut faire un prêt permanent à notre musée. Il cherchait depuis quelques années un endroit où placer cette collection pour la faire possible de voir par le public, pour la conservation et tout ça. Et quand dans notre musée il y a eu un échange de direction des indemnités, il a décidé avec cette nouvelle direction de notre musée de prêter la collection. Notre musée maintenant est sur la présidence de M. Nascimento Brito, qui est aussi le président du Journal du Brasil, qui est considéré le journal le plus prestigieux du pays. Et M. Chateaubriand ne veut pas faire la donation pendant qu'il soit vif, parce qu'il croit que s'il maintient la propriété de la collection, il peut toujours garder les niveaux techniques du musée. Et moi, comme conservateur du musée, je suis complètement d'accord avec M. Chateaubriand, parce que dans les pays du tiers-monde, les institutions sont très faibles. Il sera toujours un grand défi d'avoir cette collection au prix très simple pour quelques pays, mais très difficile pour le Brésil, d'être seulement un musée avec des niveaux techniques adéquats. Alors, c'est un double bénéfice pour notre musée, d'avoir la collection et aussi d'avoir ce poids qui établit l'équilibre politique et technique pour les musées. À combien évaluez-vous le dégât, disons l'incendie en US dollars? Je crois qu'au prix d'aujourd'hui, entre 30 et 40 millions de dollars. À l'occasion de l'incendie, notre musée était dans la même condition de tous les musées brésiliens qui n'avaient pas d'argent pour faire l'assurance des œuvres au prix qu'elles valaient. Alors, l'incendie, on a perdu doublement, non? On a perdu ces choses qui ne se remplacent jamais, qui sont sur les œuvres. Nous avons quand même perdu leur valeur, non? Aujourd'hui, notre musée a trouvé des sponsors pour la question de l'assurance. C'est une solution qui est très importante à cause, par exemple, du prêt de la collection Chateaubriand. Cette collection sera assurée par son prix des marchés. Il y a des compagnies d'assurance qui nous font la sponsorship pour la partie de l'assurance. Et toute notre collection maintenant est assurée pour les prix des marchés internationaux. Ça, peut-être, je dirais avec plein d'orgueil que c'est le premier musée brésilien à arriver à cette situation. Et je peux avoir cet orgueil parce que la personne qui a obtenu ça, c'est le président, pas moi. Il m'a donné la tranquillité de savoir que tout est assuré. Mais surtout, ce qui nous donne la tranquillité, ce sont les conditions matérielles du musée. Les dépôts pour la collection, la question de la sécurité qui sera très très moderne, la corporation IBM, IBM veut faire la sponsorship de la question de la sécurité de notre musée. C'est très important parce que généralement,
les corporations veulent donner un tableau ou payer pour des expositions, mais financer les coûts structurels, c'est très important pour nous dans ces moments. Et vous voyez, nous sommes en train de trouver dans la communauté, dans les entreprises, la sensibilité pour l'essentiel. Alors la Suisse, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Est-ce que Pro Helvetia ou est-ce que d'après le consulat suisse, est-ce que vous avez une aide ou est-ce qu'on vous offre quelques tableaux de clés qui sont trop dans nos musées? Bien. Avant de parler des institutions en Suisse, j'aimerais dire que les deux plus grandes influences pour le Brésil contemporain sont venues de la Suisse. Je dirais par exemple que l'architecture brésilienne du XXe siècle a vraiment parti de Le Corbusier. Avant la première visite de Corbusier, Frank Lloyd Wright a été à Rio, mais pas de conséquences. Il y avait aussi quelques architectes de formation moderne qui sont venus au Brésil, mais ils n'ont pas eu la force pour avoir l'importance, l'influence que Le Corbusier a réussi de faire. Non? Et les deux visites les plus importantes de Corbusier, la première en 1929, la deuxième en 1936. Et Corbusier a aussi fait les drafts, les dessins initiaux pour les bâtiments du musée du ministère de l'Éducation à Rio. Et dans ces projets ont travaillé Niemeyer, Lúcio Costa, Reed et d'autres architectes. Reed est l'architecte de notre musée. Et ce groupe a les noyaux de la moderne architecture brésilienne, dont l'œuvre plus importante est Brasilia. Et quand Le Corbusier est venu pour visiter Brasilia, il a resté quelques jours à Rio, et l'hommage à Corbusier a été fait dans notre musée. Et alors, Corbusier, c'est le père de l'architecture moderne brésilienne, et l'architecture, peut-être, c'est au plan culturel, visuel, la mieux réussie au Brésil. L'autre influence très très importante, c'est Max Bill. Max Bill est venu au Brésil, il a fait des expositions, il a reçu les grands prix de la première biennale, la deuxième biennale de São Paulo. Et après Max Bill, le Brésil a rentré dans l'art contemporain. Et Max Bill nous a donné les idées, non? Il a fait les défis et peut-être les projets culturels brésiliens dans le domaine des arts avec plus profonde idéologie et en pensée mieux développée serait les mouvements concrets, le concrétisme et le néoconcrétisme à Rio et à São Paulo. Et la grande racine de ces mouvements, c'était la présence de Max Bill. Et Max Bill aussi a été très important dans la vie de notre musée avec ses conférences qu'il a prononcées ici sur l'enseignement de l'art au monde contemporain. Et ces idées aussi ont résulté dans la première école de design de l'Amérique latine ici à Rio. Alors, le Brésil doit beaucoup à la Suisse, peut-être bien plus que les Suisses le pensent. Et, oui. Mais ces deux personnalités sont très... Après, il a beaucoup d'intérêt, par exemple, dans l'œuvre de Paul Klee, non? C'est toujours, on trouve l'influence de Klee et Giacometti. Il y a beaucoup de Lowe's et tous les l'art concret, non? Beaucoup d'influence aussi. Et même contemporainement, un artiste comme Martin Giesler est bien admiré, ou dans les années
du conceptualisme, une personne comme Ursuti, ou avant Meret Oppenheim, le dadaïsme, sa naissance. Oui. Mais la contribution plus directe, c'était De Corbusier et Max Biot, presque une chose épidermique. Non? Au domaine de l'actuation des institutions suisses, les consulats de la Suisse à Rio, avec le concours de la Province, toujours envoient des importantes expositions pour la ville. Non? Au passé, nous avons reçu une belle exposition de Poclé, que les gens en parlent jusqu'aujourd'hui. Il a déjà presque 20 ans, mais les gens parlent encore. Et plus récemment, enfin, tous les années, les gouvernements suisses envoient de bonnes expositions. Et dans notre musée, directement, nous recevons dans ces moments un appui pour la formation de la bibliothèque. Le gouvernement suisse nous envoie des livres, faire des subscriptions de quelques magazines comme Parquet, par exemple. Enfin, jusqu'à maintenant, ce que nous avons demandé, nous avons reçu une bonne réponse. Mais certainement, nous aimerions beaucoup amplifier la présence de l'art suisse dans notre collection. J'espère que par exemple, les entreprises d'origine suisse peuvent nous aider. Par exemple, c'est très important pour le Brésil pour avoir une collection d'œuvres de Max Biot, parce que connaître Max Biot, c'est comme connaître notre origine. Et du côté Lose, Honegger, Verena Lowenstein sont importants, et certainement aussi l'art contemporain. Non? Martin Diesel, je suis très intéressé dans sa série amazonique. Non? Et enfin. Et les autres gouvernements, est-ce que vous avez des autres pays européens, est-ce que vous avez une même collaboration dans ce sens-là? Eh bien, nous avons reçu pour la bibliothèque beaucoup de contributions de tout le monde. Par exemple, les Allemands, nous avons demandé des livres sur les artistes qui ont eu une influence sur les artistes brésiliens. Nous avons reçu une très belle réponse. Portugal, certainement, avec toutes les relations avec le Brésil, l'Angleterre, la Belgique. Non? Pour la collection, quels gouvernements ont fait des donations importantes, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Union soviétique aussi, et les pays de l'Amérique latine nous ont aidés aussi. Maintenant, Cuba va nous envoyer une donation d'une collection d'artistes contemporains, 20 œuvres. Alors, on trouve que la solidarité existe, non? Mais d'un autre côté, nous sommes, il est très clair pour nous que nous devons faire notre partie. Il faut reconstruire, rebâtir les musées dans les niveaux professionnels pour mériter avoir ces œuvres aussi, non? Vous avez aussi une grande collaboration, comme vous aviez dit tout à l'heure, de l'UNESCO. Non, l'UNESCO nous a aidés avec l'envoi de quelques spécialistes. Et nous savons tous que l'UNESCO a des limitations financières très, très importantes. Alors, tout l'appui que nous recevons à travers l'ICON, c'est l'organe pour les musées de la UNESCO, non? Ça, c'est l'aide la plus importante. C'est bien plus important si l'UNESCO nous donnait d'argent, avoir les supports professionnels de l'ICON de l'UNESCO. Ça, c'est le fondamental. Alors, votre musée n'est pas seulement musée d'art plastique, vous avez le cinéma, vous avez la musique électroacoustique, où vous jouez un très grand rôle, je crois, ici au Brésil.
Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Parce que je trouve que vous êtes un musée très complet sur les arts en entier. Pourriez-vous nous expliquer un peu votre direction? Bien heureusement, notre collection de cinéma a survécu intacte parce que l'architecte a prévu qu'un feu pourrait commencer dans les dépôts de cinéma. Alors, ces dépôts étaient tellement défendus, protectés, isolés, que le feu n'y est pas arrivé. Alors, nous avons une collection de presque 4000 titres de qualité choisis dans 20 000 boîtes, non? Et qui nous permettent de faire, par exemple, un cycle sur les films expressionnistes ou les avant-gardes des années 20 ou la nouvelle vague. Nous avons tout ça, le cinéma novo au Brésil. Nous avons une collection vraiment importante pour notre pays parce qu'il nous donne la possibilité de travailler et un autre rôle très important du côté avec tous les échanges avec les autres pays, c'est le rôle dans la ville de Rio. Les ciné-clubs de la ville de Rio, ils peuvent faire des prêts avec notre cinémathèque. Alors nous sommes présents pas seulement dans notre auditorium, mais aussi dans les autres salles de projection des films d'art dans la ville. Et là, le département de musique a été recréé il y a 2 ans, mais il s'est décidé d'une manière très claire pour la musique contemporaine, l'électroacoustique et tout ça. Et pour cette année, malgré le fait que nous sommes fermés, les salons d'exposition sont fermés, notre auditorium est ouvert, mais les salons sont en train d'être réformés, nous allons faire un festival d'art et musique. Et nous sommes en train d'inviter les institutions de la ville pour participer. Par exemple, le musée des Indiens va faire une exposition des instruments musicaux indiens avec la présentation de musique. Un autre petit musée va faire l'exposition d'albums jazz de Matisse et tout ça. Mais dans les plans de la musique, nous aurons 7 concerts par Stockhausen. C'est la première fois que Stockhausen vient à l'Amérique latine. C'est la première fois qu'il joue à l'Amérique latine. 7 concerts, quelques premières mondiales ici. Nous aurons aussi John Cage. John Cage va faire des concerts publics dans nos jardins, qui sont des jardins, je crois que les jardins les plus beaux du Brésil, par Burle Marx. Ce seront des concerts ouverts pour le public, gratis. Non? Et quelques musiciens brésiliens comme José de Oliveira, beaucoup de vidéotapes et quelques cours et conférences et beaucoup d'expositions. Nous serons comme 30 ou 40 événements, mais les grands noms seront du niveau international, Stockhausen et John Cage. Et quand sera cet événement important? Du mois de juillet jusqu'à septembre. 88. Cette année-ci. Et tout ça avec l'argent de la communauté, pas du gouvernement. Notre musée, dès qu'il a été né, il a été planifié pour être une intégration des arts. Jusqu'au commencement, on a pensé d'avoir une collection, des expositions, des archives, une école d'art, un théâtre pour la musique. Il a un plan, le théâtre n'est pas encore bâti, mais aussitôt que les salons d'exposition soient prêts, on va commencer à bâtir les théâtres. Mais pas dans les projets des années 50, parce que dans ces 30 ans, la ville de Rio, le centre de la ville de Rio, où nous sommes installés, a beaucoup de nouveaux théâtres. Non? Et alors, nous allons bâtir un théâtre expérimental, une structure architectonique qui pourra
qui puisse être adapté à tout besoin du théâtre contemporain. C'est comme nous avons abandonné l'idée d'avoir un grand théâtre avec 2000 places pour avoir une chose plus petite avec 400 places, mais qui soit complètement adaptable pour chaque pièce. Quel est cet architecte fameux? L'architecte initial pour les musées, c'était Alphonse-Édouard Reed. Et maintenant, pour la reconstruction et pour ce théâtre, les plans sont en train d'être développés encore. C'est Glauco Campelo. C'est un architecte important qui a travaillé quelques ans avec Niemeyer. Et maintenant, il a ses propres projets importants, comme la nouvelle bibliothèque de Rio, la bibliothèque publique de Rio. C'est un bâtiment très adapté à la situation culturelle du Brésil, la situation de simplicité du peuple brésilien, la pauvresse du Brésil. Et n'a pas bâti un palais pour la culture, mais un endroit où la culture puisse trouver son public et être offerte au public. Et Glauco Campelo est aussi le responsable pour la restauration du bâtiment plus important de la ville de Rio, que c'est le Paço Imperial, l'ancien siège du gouvernement brésilien royal et colonial. Alors c'est un homme qui pourrait donner une bonne réponse à tous nos besoins du moment. Et l'école des Beaux-Arts, parlez-nous un peu de votre école. Bon, notre école des Beaux-Arts est aussi fermée, elle va recommencer au deuxième semestre. Et l'idée, c'est d'avoir une école où nous n'aurons pas des spécialistes, mais travailler la formation intégrale d'une personne de sensibilité. Alors, une personne qui étudie l'art va aussi être exposée à quelques situations de la musique contemporaine, de la philosophie, du cinéma, alors pour comprendre une totalité des possibilités expressives. Comment se porte aujourd'hui l'art plastique au Brésil? Je dirais que maintenant le Brésil est en train d'arriver à une maturité dans la vision que le Brésil lui-même a de soi-même. Parce que nous avons, pendant la première moitié, même dans les dernières années, toujours eu cette position de vouloir être avant la lettre de ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Quand même, la modernisation de l'art brésilien, dans ses premiers étages, aux années 20, c'était un effort de mettre la production brésilienne au canon esthétique du cubisme. Seulement dans un deuxième moment, nous avons demandé ce qu'il était la brésilianité. Non? Et dans ce moment, une construction théorique très intéressante, c'était l'anthropophagie comme position esthétique. Les artistes de ce moment ont compris que nous étions un pays formé par les Portugais, les Européens, les Indiens et les Africains. Alors nous serons justement cette possibilité de rencontre, de contribution de plusieurs cultures et que ça devait se passer dans un domaine intérieur. Et la situation métaphorique, c'était l'anthropophagie. Parce que l'anthropophagie a cet aspect symbolique, non? De manger les qualités de l'ennemi ou de l'autre. Non? Et alors, la situation anthropophagique, c'est justement de connaître et faire des rapports avec les idées esthétiques du monde, mais donner à ça un aspect brésilien. Dans les années 50, les mouvements concrets nous ont mis dans une situation constructive qui n'avait pas nécessairement cette relation si directe avec
la situation du pays, de la culture, l'anthropologie. C'était, dit-on, les premiers moments du mouvement concret. Le deuxième moment du concrétisme, c'est le néo-concrétisme, c'est justement quand cet art tout à fait objectif, sans patrie, a demandé la présence du sujet. Le sujet dans ces moments était l'artiste ou le public. Alors le public contribue avec ses origines culturelles. Mais c'était l'effort de faire revenir la présence du sujet, pas comme un subjectivisme, mais comme une forme de donner la vie à l'œuvre d'art, la participation. Et maintenant, je crois que l'artiste brésilien s'est moins préoccupé s'il est ou non au même standing de ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois qu'il a plus de confidence, il a plus de diversité. Alors nous avons des bons peintres, quelques-uns avec des racines au Brésil, quelques autres à l'extérieur, mais ce n'est pas plus important l'origine des racines. Et aussi, il a, je crois, une très bonne sculpture qui se fait maintenant au Brésil. Je ne dirais qu'il a beaucoup de sculpteurs, mais il a quelques-uns très bons avec une compréhension très claire de la naissance de l'espace, de la poétique de la matière. Et je crois que nous avons substitué les pendules de l'art brésilien, qui étaient les tendances constructives, contre les tendances expressives. Et maintenant, nous avons ce type de vision, c'est plus la poétique de la matière, ses possibilités, la question de l'espacialité, pour peut-être une phénoménologie. Il y a une série d'artistes qui partent beaucoup de la question philosophique ou la question psychanalytique. Et je dirais qu'il y a quelques artistes de niveau international et que dans les derniers 2 ans, il y a une certaine discrète découverte de quelques artistes brésiliens par des musées étrangers. Discrète mais firme. Quels sont les grands peintres brésiliens, d'après vous, qui sont intéressants maintenant sur le marché? Avec une présence internationale plus marquée, je voudrais parler d'Antonio Dias, de Flávio Schiró. Antonio Dias habite entre Milan et Rio. Et Schiró, Paris et Rio. Au Brésil, il y a quelques artistes qui ont fait le choix d'habiter au Brésil. Ils ont renoncé à l'idée d'une carrière internationale. Parce qu'ils savent que rester au Brésil, ça veut dire qu'ils sont au sud des les centres plus importants artistiques, où les possibilités sont plus claires. Et ici au Brésil, on peut parler d'Eduardo Suede, artiste constructif, Iberê Camargo, Mira Schendel. Je ne vais pas parler seulement des artistes de Rio à São Paulo, mais Iberê Camargo habite à Porto Alegre. C'est l'artiste d'une façon néo-expressionniste le plus important du Brésil. Entre les jeunes peintres de la nouvelle génération, il y a Berredo, Leonilson, Leda Catunda, Jorge Duarte, Jorge Genli. Entre les sculpteurs, les plus importants dans le sens de la question spécifique de la sculpture contemporaine, Amilcar de Castro. Amilcar travaille d'une façon très semblable dans un moment de la production de Richard Serra, mais avant Richard Serra. C'était la question de dire que les sculptures, ce sont 2 verbes. Pour Serra, c'était beaucoup de verbes. Seulement 2 verbes. Couper et tourner la feuille d'acier. Et avec ça, l'espace naît. Et je dirais qu'il appartient à la famille de Serra
de Serra, mais é um artiste plus vieux que Serra. Et l'autre artiste, des autres artistes importants sont le sculpteur Serge Camargo avec les marbres blancs ou les marbres noirs, la question du positif et les négatifs de la forme, et Franz Weismann. Et entre les sculpteurs plus nouveaux, José Rezende de São Paulo, Tunga et Valtércio Calda de Rio. José Rezende, toujours avec les possibilités expressives du matériau différents, et Tunga fait un mélange de situations psychanalytiques, philosophiques, et avec ses relations avec l'espace, des situations topologiques, et Valtércio Calda dans un domaine conceptuel, mais toujours en posant des questions à la possibilité de voir. Est-ce que vous envisagez dans votre musée aussi de présenter des artistes brésiliens qui font des performances? Bien. Notre musée a une tradition de performance depuis les années 60. Donc, nous voulons toujours avoir ça. Et j'aimerais parler de quelques aspects de la performance brésilienne de la fin des années 60 et les années 70. C'était une performance avec une connotation politique. Nous ne pouvons pas oublier que c'était le moment le plus fier de la dictature au Brésil. Alors, l'artiste faisait une performance qui était aussi une certaine métaphore de la situation du Brésil. Performance, installation, ces groupes de formes d'expression. Je prends par exemple Cildo Meirelles, qui a fait brûler quelques galinhas, quelques poules qui étaient vives. Il les a brûlées dans un pôle et c'était un totem sur le prisonnier politique qui dans ces moments était torturé et même tué, assassiné. Quand on parle de tuer des poules, ça semble terrible, mais quand on pense le type de métaphore que l'artiste travaillait dans ces moments, c'est très incroyable, non? Il a fait aussi une insertion dans un circuit anthropologique et insertion dans un circuit idéologique. Par exemple, il prenait les bouteilles de Coca-Cola, il faisait faire un silkscreen avec les mots Yankees Go Home. Il les mettait de nouveau en circulation. Alors vous étiez dans un café, demandez Coca-Cola et venez boire, buvez Coca-Cola, Yankee Go Home. Il a fait par exemple les billets et les monnaies de 0 cruzado, que c'était notre monnaie, et après il a fait $0. Et l'illustration de ces billets, c'était des Indiens et la situation du fou au manicôme brésilien, comme s'il ne valait rien pour le pouvoir qui dominait la société brésilienne en ce moment. Pour les billets de 0 centimes, les Indiens. Non? Et après, il avait aussi Barrio, qui faisait des paquets, comme il appelle le peignet de rouge, comme s'il était des corps humains empaquetés, et jetait ces paquets dans les endroits où la police jetait les corps des gens qui l'avaient tué. Avec les gens y arrivaient, ne savaient pas s'il était une nouvelle personne que la police avait tué. Toute cette situation de demande, non? Les gens se demandaient. C'était toujours une situation de demande. Non? Les corps prenaient plus que l'aspect subjectif, le corps était la métaphore de la société. Non? Et je ne crois pas que l'art conceptuel est au Brésil l'aspect masochiste que quelquefois on dit qu'il avait dans l'art conceptuel des autres pays. Il avait fait d'autres auto-émulations, mais plus
des situations que tous les gens se sentaient dans la même situation. Est-ce que ces artistes n'avaient pas de problème politique avec, disons, justement la police ou les militaires? Bien, je dirais que le centre plus important pour ces manifestations a été notre musée. Quelques expositions dans notre musée ont été fermées. Une bombe a été jetée contre notre musée, pas à la gauche, mais une bombe de la police. Quelques artistes ont été cherchés dans notre musée, mais nos gardes les ont protégés parce que notre musée, comme j'ai dit au commencement, c'est une institution privée. Alors, c'était un espace où la liberté avait plus de possibilités de se manifester. Mais quelques artistes ont été mis en prison. Mais la situation, ce qui se passe au Brésil, c'est que la répression politique est tellement stupide qu'elle peut lire seulement les images absolument littéraires. Elle ne pourrait pas décodifier les métaphores qui se présentaient d'une façon si violente. Et certainement la critique a su discuter sans prononcer les noms des artistes pour les tribunaux. C'était une façon presque tacite de ne pas accuser les artistes. Pensez-vous, est-ce dans votre avenir, bon, l'avenir est toujours très proche, est-ce que vous pensez faire des échanges de collections avec d'autres musées en Amérique du Nord et en Europe? Je suis bien sûr que ça va se passer. Les premiers signes de cette transformation, c'est le fait que le musée d'art moderne de New York veut nous envoyer une exposition de sa collection, d'une partie de sa collection, pour la réinauguration de notre musée. Ça certainement une forme de nous dire que maintenant on a de la confidence qu'il avait perdu. Et c'est très important. Et il y a quelques musées qui ont déjà manifesté d'intérêt d'envoyer des expositions importantes. C'est un côté de la question. Parce que je crois que dans ces moments, les pays ont compris l'importance des rapports internationaux à travers la question culturelle. Alors nous sommes heureux d'avoir de très bonnes offertes d'exposition pour les villes comme Rio et São Paulo, et même pour les autres villes plus petites, comme Porto Alegre et Belo Horizonte. Je dis plus petites, mais elles ont 2 millions d'habitants. Et ça a augmenté dans les dernières années. Alors je confie beaucoup. Une autre tendance qu'on voit, c'est une certaine découverte de l'art de l'Amérique latine en général et du Brésil en particulier. Le musée d'Indianapolis a fait une exposition sur l'art fantastique en Amérique latine. Le musée de l'Université de Texas a fait une exposition des artistes latino-américains habitant à New York. Maintenant, le Bronx Museum fait prépare une exposition sur les rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine. Le PS1 à New York fait une exposition d'8 artistes brésiliens. Le Guggenheim est en train d'étudier une exposition d'art latino-américain. À la France, on a vu maintenant l'exposition Modernidade au musée d'art moderne de la ville de Paris. La Hayward Gallery de Londres prépare une très grande exposition sur l'art latino-américain des derniers 3 siècles. En Allemagne, il y a un groupe de musées, qui inclut le Sprengler Musée de Hanovre, qui veut faire une exposition de quelques 8 ou 10 artistes brésiliens contemporains. Le Stadtfreie Kulturelle de Berlin va faire une exposition de 3
grande exposition de 3 artistes brésiliens, plus les résultats d'un atelier collectif avec des artistes berlinois et des artistes brésiliens. Et les résultats de cet échange vont s'y présenter. Alors on trouve partout un certain intérêt sur aussi ce qui se passe ici. Et de notre côté, nous voulons aussi préparer notre exposition aussi. J'aimerais beaucoup avoir une exposition où on pourrait montrer Max Bill et les autres concrétistes suisses, avec les concrétistes et néoconcrétistes brésiliens, avec le groupe MAGI de Buenos Aires, pour faire une rencontre des artistes concrétistes. Et une autre exposition que j'aimerais faire, c'était sur la question de l'Amazonie, comme elle a été traitée sur du point de vue spatial, philosophique, si on peut dire ça, phénoménologique, ou avec des aspects anthropologiques, mais pas du tout sur l'aspect seulement de l'iconographie. Et j'aimerais avoir cette exposition avec quelques artistes brésiliens et quelques artistes, surtout européens, comme Martin Disler, Richard Smith, qui a fait une série de peintures sur l'Amazonie, l'Argentin Noé, l'Allemand Baumgarten, Lothar Baumgarten. Ce sont des artistes qui ont, dans une certaine façon, s'intéressé pour les questions de l'Amazonie. Et sur la collection, justement, vous parliez tout à l'heure du musée d'art moderne à New York. Quelle collection est-ce que vous aurez ici à Rio? Ils veulent faire une exposition de sculptures contemporaines. Les œuvres, ils sont en train de discuter encore, mais l'idée, c'est les sculptures contemporaines. Alors, vous avez un très grand programme en vue. Et nous souhaitons une inauguration très prochaine et beaucoup de succès pour le musée d'art moderne à Rio. Merci beaucoup.